The main object of the bill is to set up a Financial Crimes Commission to take over the function and powers of the Integrity Reporting Services Agency, the Asset Recovery Investigation Division, and the Independent Commission Against Corruption. We are not per se against the idea of having an apex body, but we are totally against what is being proposed today in this bill in terms of the far-reaching powers given to that apex body and the constitutional implications of this bill. Now, what is the track record of these law enforcement agencies in the fight against financial crime, fraud, and corruption? Let's start with the Integrity Reporting Services Agency, IRSA. Every year, we vote a budget of more than 40 million rupees to that agency. This year, during the Committee of Supplies, during the budget exercise, I asked the Honourable Minister of Financial Services and Good Governance how many unexplained wealth orders had been obtained by IRSA. The shocking answer, Mr. Speaker, was only three unexplained wealth orders obtained by that agency. Why? According to the latest published annual report of the agency, which is in 2020, the agency noted, and I quote, "The limit of 10 million rupees below which it cannot confiscate other property remains an impediment. And although this is a matter of policy, the agency believes adopting the lower limit of 2.1 million rupees would greatly enhance the Republic's confiscation regime." So according to the agency, having the threshold of 10 million rupees is too high, and he appealed to government to lower the threshold so that he can investigate cases of unexplained wealth below 10 million rupees. And what is the government doing today? Section 112, subsection 2B of the bill provide that unexplained wealth of less than 10 million rupees is excluded from investigation. Is that how a government intends to fight fraud and corruption, by disregarding recommendations of law enforcement agencies? And why should a person who has accumulated illegally, unlawfully 6, 7, 8, 9 million rupees not be subject to any investigation? The track record of the Asset Recovery Investigation Division is no better. Despite replacing the Director of Public Prosecution by the Financial Intelligence Unit as the enforcement authority under the Assets Recovery Act, as far back as 2015, there has been little or no improvement in terms of securing recovery orders and confiscation orders. According to its latest annual report, published last year, 2020, the FIU lodged only 5 applications for confiscation orders and only 1 for recovery order before the Supreme Court, worth some 28 million rupees only. The provisions of the Asset Recovery Act, which is being repealed, are reproduced almost verbatim in this bill. So we don't expect much improvement from this Financial Crime Commission in terms of taking over the role and responsibility of the Asset Recovery Investigation Division. And this takes me to the big chunk, ICAC. How effective has ICAC been in the fight against fraud and corruption? Every year we vote hundreds of millions, more than 300 millions of rupees to ICAC. How many convictions has ICAC been able to secure in high-profile cases? Let's just take a few examples, Mr. Speaker, sir, which are in public domain and which has been the subject of PQs and PNQs in this House. À tout seigneur, tout honneur. Angus Road saga. Où en est-on avec l'enquête? Affaire Saint-Louis, qui a forcé le Premier ministre à révoquer son député Prime Minister, l'honorable Colin Davidou. Affaire Bet 365, là aussi l'ancien Attorney General forcé à démissionner. Affaire Alvaro Sobrino, référé personnellement par le Premier ministre
à l'ICAC, l'affaire Mulvey-Piranure et bien sûr l'affaire Stag Party, peu de vin allégué pour l'obtention d'un bail. Vous vous êtes-vous déjà demandé pourquoi ces affaires sont toujours en attente? Soit il y a suffisamment de preuves, ou il n'y a pas de preuves. S'il y a suffisamment de preuves, on doit poursuivre. S'il n'y a pas suffisamment de preuves, on doit croire à faire. Donc pourquoi une affaire comme Angus Road, qui remonte à plus d'une décennie, n'est toujours pas conclue? La réponse se trouve à la clause 47.6 du Prevention of Corruption Act, qui prévoit qu'une fois l'enquête complétée par l'ICAC, le directeur général doit référer le dossier au directeur de poursuite publique, qui est seul habilité à décider s'il faut engager des poursuites ou s'il faut classer l'affaire. Et cette disposition est conforme à la section 72 de la Constitution qui donne le pouvoir au DPP d'instituer, de continuer et de cesser une enquête, une poursuite. Et quand le file est transmis, le dossier est transmis au bureau du directeur de poursuite publique, le DPP peut demander à l'ICAC de faire des enquêtes additionnelles et même de réorienter l'enquête. Donc le DPP n'est pas tenu par les conclusions du directeur général de l'ICAC. Donc, sous le Prevention of Corruption Act, sous la loi comme il existe aujourd'hui, l'ICAC ne peut pas classer une affaire sans l'aval du DPP. Seul le DPP peut le faire. Aucun high-profile case ne peut être clore sans l'aval du DPP. Et c'est bien là la raison pourquoi les enquêtes traînent au niveau de l'ICAC et les dossiers ne sont pas transmis au bureau du DPP. Et là, surprise, surprise, qu'est-ce qu'on est en train de faire avec le Financial Crimes Commission Bill? À la clause 58.8b. Qu'est-ce que cette clause prévoit? Je cite. On receipt of a report under subsection 7, donc suite à un rapport du directeur général, the Commission may decide whether to discontinue the investigation. Donc plus la peine pour le Financial Crimes Commission de référer l'affaire au DPP. La Commission aura le pouvoir de clore, discontinue investigation. C'est là le danger de cette loi et c'est là la raison principale de cette loi aujourd'hui. Plus besoin de l'accord du DPP. Honorable Until, can you apologize for shouting? And the last time you do that, continue. Donc, Monsieur le Président, la clause 458.8b permettra une fois pour toutes à la Commission de clore le dossier Angus Road sans l'aval du DPP. Vous vous rendez compte? Un Premier ministre qui fait l'enquête d'une enquête de l'ICAC sur ces biens Angus Road vient au Parlement avec une loi qui permettra à la Financial Crimes Commission de clore le dossier une fois pour toutes, sans l'aval du DPP. Je dois reconnaître, c'est fort, Monsieur le Président. Et moi qui croyais que Medpont était le scandale du siècle. Et l'honorable membre qui interviendra juste après moi, le membre qui interviendra juste après moi, et l'honorable membre qui interviendra juste après moi, l'honorable Colin Davelou, sera ravi que la Financial Crime Commission n'aura pas à passer par le DPP pour clore le dossier Saint-Louis. Tout comme l'honorable Attorney General, qui lui aussi sans doute soutiendra ce projet de loi qui permettra à la Commission de clore le dossier d'allégation de pots de vin dans le Stag Party sans passer par le DPP. Un projet taillé sur mesure, tailor-made, pour blanchir les membres de ce gouvernement.
on n'a que faire de la section 72 de la Constitution. Comment est-ce que le DPP peut-il exercer son droit constitutionnel d'instituer une poursuite ou de cesser une poursuite si l'ICAC ne lui envoie même pas le dossier? Allez, dites-moi comment il va faire. Comment est-ce que le DPP sait s'il y a une offense qui a été commise dans l'affaire Angus Road, dans l'affaire Saint-Louis, dans l'affaire Stag Party, si le Financial Crimes Commission ne va pas lui remettre ce dossier? Et c'est ça qu'on veut nous faire voter. Une loi qui va permettre à la Financial Crimes Commission de ne pas poursuivre les personnes qui choisissent de ne pas poursuivre sans l'aval du DPP. Et l'honorable Premier ministre a l'audace de dire que ceux qui n'ont rien à craindre, ceux qui n'ont rien fait, n'ont rien à craindre avec ce projet. Monsieur le Premier ministre, les capables prêches du pouvoir aussi n'ont rien à craindre avec ce projet de loi. Car ne nous faisons pas d'illusions. La Financial Crime Commission, tout comme l'ICAC, sera une institution hautement politisée. Dans quel pays au monde avez-vous déjà vu une institution entamer des poursuites contre un ministre et quand l'affaire est portée devant le Privy Council, il change fusil d'épaule et ne sert plus l'acte d'accusation? Ça, c'est l'ICAC. Ça, c'est MedPoint. Only in Mauritius. Dans quel autre pays au monde, Monsieur le Président, une commissaire de l'ICAC démissionne de ce poste pour se porter candidate à une élection générale sous la bannière du parti au pouvoir, notamment le MSM? Cela s'est produit en 2019. Elle était candidate dans ma circonscription. Et le fils de l'autre commissaire était, quant à lui, candidat toujours pour le MSM à la circonscription numéro 18. Donc, plus politique que ça, tu meurs. Est-ce que les choses vont-ils changer avec le Financial Crime Commission? Bien sûr que non. Ce sera toujours le Premier ministre qui choisira le directeur général sous la section 10, tout comme il choisira les 4 commissaires sous la section 7. Des nominations purement politiques. Seul le Premier ministre saura le montant, la récompense qu'il donnera au directeur général. Et vous pensez sérieusement qu'ils vont faire leur travail avec intégrité et indépendance? Qui plus est, cette commission pourra librement nommer des employés, des enquêteurs, comme bon leur semble. Effectivement, à la section 167 de ce projet de loi, les employés de l'ICAC, de l'Asset Recovery Investigation Division et IRSA seront transférés à la Financial Crime Commission, mais seulement pour une période de 180 jours, soit 6 mois seulement. Après 6 mois, ils devront prendre leur retraite. Par contre, la Commission pourra subséquemment recruter certains de ses employés sur une base permanente. Donc, on se redirige vers une épuration des employés. Seuls les employés qui vont toe the line, suivent les directives du chef, mèneront les enquêtes sous le Financial Crime Commission. Et vous pensez sérieusement que cette institution pourra mener des enquêtes sur les membres du gouvernement, sur les proches du pouvoir, en toute indépendance? Et pourtant, on est en train de donner des pouvoirs accrus à cette institution. Le temps me fait défaut, je ne pourrais pas faire référence à tous les pouvoirs, les nouveaux pouvoirs extensifs qui sont donnés au Financial Crimes Commission. Mais je vais m'attarder sur une clause en particulier, la clause 66 du projet de loi, qui permettra au directeur d'investigation, director of investigation, de demander un ordre du juge en chambre pour faire des intrusive surveillance et equipment interception. Ce sont là des pouvoirs draconiens qui interfèrent directement avec le droit constitutionnel d'un individu à sa vie privée. La Commission pourra mettre votre téléphone sur écoute. Elle pourra intercepter vos appels. Elle pourra aussi intercepter vos messages sur WhatsApp, sur Facebook, même sur TikTok. Big Brother is watching you. Et on sait, Monsieur le Président, suite à la décision dans l'affaire Elia contre la Financial Intelligence Unit, que le gouvernement a acheté plus de
15 millions de dollars, 650 millions de roupies d'équipement d'une compagnie israélienne pour surveiller, pour intercepter des messages. Mais le plus grave dans tout cela, Monsieur le Président, c'est que, une fois qu'ils ont obtenu cet ordre, il n'y a aucune obligation pour eux de retourner vers le juge pour renouveler cet ordre. C'est un ordre indéfini. Pas de judicial control, pas de supervision de la part des juges. Est-ce raisonnable? Est-ce constitutionnel? Et on sait, Monsieur le Président, combien les juges ensemble, en émettant l'ordre, n'aura que la version de l'institution. Bien sûr, la section 67 prévoit que n'importe quelle personne qui se sent lésée par la décision du juge peut faire appel. Aussi faut-il que la personne sache qu'il est sur écoute, qu'il est sur surveillance. Et le gouvernement n'a malheureusement, Monsieur le Président, rien retenu du jugement de la juge de la Cour suprême dans l'affaire qui oppose la FIU et M. Elaya et DNS International Limited. Dans cette affaire, Monsieur le Président, la juge avait au préalable émis un ordre, un restriction order, suite à une demande de la FIU, pour geler les avoirs de certaines personnes, de certaines compagnies. Et puis, subséquemment, le juge a dû faire marche arrière et révoquer son propre ordre, sa propre décision. I will prevent you from entering into this kind Yes. of details. You Okay. have to respect the judiciary. I am respecting. You have to respect the judiciary. I am respecting. You the continue, but don't mention these cases. I am Time just- is running. Yes. Continue. I'm just saying that the judge said that there is an obligation of frank and disclosure and full and frank disclosure whenever the FIU is going to apply. You said something else. I know what you quoted. I know, I heard you well. I don't want you to bring back that discussion again. Yeah. 42, 43, Yes. 45, you finish. I am about to wrap up. The bottom line, Monsieur le Président, c'est que il n'y a aucune sauvegarde dans ce projet de loi pour préserver le droit constitutionnel à la vie privée d'un individu. Aucune sanction si demain le Financial Crimes Commission obtient un ordre en ne dévoilant pas toutes les informations, en ne faisant pas le full and frank disclosure, il n'y a aucune sanction pour le Financial Crimes Commission, et cela met l'individu, tout Mauricien, dans une situation précaire. Et là, on parle de la vie privée d'un individu. Monsieur le Président, on est en train de créer un monstre avec pour objectif de blanchir certains. Un cover-up machine qui pourra être utilisé comme outil politique contre les opposants du régime et pour faire de l'espionnage. Le gouvernement a une majorité et votera ce texte de loi. Mais au sein de l'opposition, aujourd'hui, nous prenons l'engagement de révoquer cette loi et de faire toute la lumière sur les high-profile cases qui seront classés par cette institution, y compris l'affaire d'Angus Road, n'en déplaise au Premier ministre. Merci.